Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, mon invité, c'est Richard Turcotte. Il est connu et reconnu pour son rôle d'animateur à la radio. J'ai passé toute une vie à l'écouter avec les grandes gueules. Alors, vous imaginez ma gueule quand il a accepté d'être conférencier au Salon de l'Éveil? Imaginez maintenant ma gueule quand il a accepté de venir à ce podcast avec une conversation one-on-one. C'est un homme fascinant, attachant, aux multiples talents et avec une plume que j'envie. Je vous dis, là, j'aimerais ça écrire aussi bien que lui. Il écrit pour des chanteurs, pour des films, pour des scénarios et pour son livre que j'ai adoré. Son livre s'intitule « Être l'artiste de sa vie ». C'est un auteur, compositeur, metteur en scène, comédien qui cumule près de 30 ans de carrière. Vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers. Et aujourd'hui, je suis honorée de l'accueillir dans mon univers. Bonjour, bienvenue Richard Turcotte. Merci de l'invitation. Tellement honorée de te recevoir sur mon studio d'enregistrement. C'est pas mal beau, en tout cas. C'est chaleureux comme toi. On a travaillé fort pour créer cette atmosphère-là pour ceux qui aspirent à être conférenciers, puis aussi pour les dirigeants d'entreprises qui veulent contacter des conférenciers puis les engager dans leurs entreprises. Je vais y aller directement. J'ai envie qu'on se plonge à quand tu étais enfant. Si on retrouve... It's been a long time. Mais non, tu es tout jeune. Si on retourne à quand tu étais en 4e, 5e année, j'ai envie de savoir, Richard Turcotte, est-ce que c'est un enfant qui a beaucoup d'amis? Est-ce que c'est un enfant qui est timide? Est-ce que c'est un enfant qui aime faire l'entertaining? J'étais toujours un peu, je te dirais, un petit funny dans la classe. D'accord. Mais je dérangeais pas trop. Je dessinais beaucoup en cours, moi. Puis il y a des patrons, je veux dire, des professeurs qui, parfois, ça les dérangeait parce qu'ils pensaient que j'écoutais pas. Mais c'est là que je me suis rendu compte que de dessiner et d'écouter, c'est deux parties complètement différentes du cerveau. Ça se fait facilement, en tout cas pour moi, l'un avec l'autre. Fait que, bref, j'avais beaucoup d'amis. Au secondaire, encore plus. Je sais pas pourquoi, mais... Puis c'était différents groupes d'amis. Dans tous les groupes, tu sais, j'avais un ami là. Puis je me promenais à travers ces amis-là. Puis plus jeune que ça, j'étais un petit gars qui était tout le temps parti. Tout le temps parti? Ma mère me dit, depuis que tu as un tricycle, tu pars, puis je te revoyais m'amener pour venir manger. Donc, tu avais beaucoup d'amis, mais dans différentes... Oui, sphères. Différentes sphères. Oui. C'est génial d'apprendre ça. Dis-moi, quand les professeurs t'annonçaient que tu avais un exposé oral, oui. Comment ça se passait? Est-ce que toi, tu étais excité de présenter un sujet en avant de la classe ou toi, tu étais plus... Bien, je me suis rendu compte à un moment donné, ça m'excitait, je n'avais aucun problème avec ça, mais je me suis rendu compte que ça vient avec du travail. Oui. Je pense que je l'avais facile au début, puis quand ça s'est mis à se complexifier un peu dans le sens où les exigences étaient plus grandes, à mesure qu'on vieillissait, bien évidemment, tu fais un exposé oral, il faut que tu sois plus préparé. Moi, j'avais des bons flashs, j'avais des bonnes idées, mais je les travaillais souvent pas assez, ce qui faisait que le flash est le fun au début, dans les premières 30 secondes, 1 minute, mais après ça s'essouffle. Fait que c'est là que j'ai compris que si tu veux faire quelque chose d'intéressant, intéressant longtemps sur scène ou devant un public, bien, il faut que tu te prépares. Puis le mieux que tu es préparé, moi, je pense que la préparation, c'est comme le coffre d'outils, ton coffre d'outils. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser tes outils si tu peux travailler avec tes mains. Mais la seconde que tu sens que tu ne seras pas capable avec tes mains, là, tu vas chercher ton coffre d'outils. Si tu ne l'as pas préparé, tu as un problème. Ça devient plus difficile. Ouais. Mais toi, tu es extrêmement créatif et tu as beaucoup d'imagination. Fait que je pense que ça t'a aidé aussi. Bien, ça m'aidait pour les flashs. Mais c'est le travail qui venait après que j'ai dû combiner avec le temps. Fait que ça fait partie de l'expérience, dans le fond. Puis ça fait partie des fois où tu arrives sur scène puis tu sens que les gens sont vraiment comme « Hey, il est vraiment bon ». Puis que là, tu sens qu'il fait comme « Ouais, OK, ouais, là, c'est un peu long. C'est un peu long ». Je l'ai senti de bonheur, ça. Fait que tant mieux si je l'ai senti de bonheur. Bien, tu as appris puis tu as ajusté rapidement. Absolument. Dès ton jeune âge. Ouais. Moi, je t'ai connu avec les grandes gueules, ouais. à l'animation à la radio. Puis après, avec le Salon de l'Éveil, j'ai eu la chance de t'avoir comme conférencier. Ouais. Tu es venu à Laval, tu es venu à Québec, tu es venu aussi à Gatineau. Pour les gens qui ne savent pas qui est Richard Turcotte, comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu... Ben, je pense que, tu sais, c'est le titre de mon livre. C'est la question que je m'étais posée quand je me suis mis à écrire le livre. Je suis quoi, moi? Fait que je suis un artiste. Fait que créatif, artiste, enthousiaste, je te dirais que c'est 3 mots qui me vont bien. Puis à partir de ça, je me suis dit, OK, mais t'as beau être un artiste, mais encore, tu sais.
Fait que j'ai pris toutes mes expériences dans mon domaine, puis je me suis dit, ben si je traite de mes expériences, les gens pourront pas dire « Oh, il sait pas de quoi il parle, lui. » Je pars de quelque chose qui est vécu tout le temps, de mon vécu, puis j'extrapole là-dessus, puis je fais, comment dire, je raconte ce que j'ai appris de ça. Fait que je pars quelque chose de concret vers quelque chose de, dans le futur, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Puis mettons, si on se dit, dans ta carrière, dans ton cheminement de vie, la conférence, elle arrive comment? Elle arrive au moment où je fais la co-mise en scène de Beatles Story, qui est produite par Marc Gervais, qui est un conférencier. Oui. Puis Marc, à un moment donné, en fait, j'aime bien ça, organiser des soupers chez nous avec des amis, tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais ça vient toujours en discussion, tu sais. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est profond, des fois, on braille, des fois, on rit, peu importe. Mais souvent, mes chums qui me revenaient des semaines plus tard et disaient « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit sur telle affaire. C'est complètement pas ma façon de penser, mais ça m'a fait réfléchir. Puis là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Là, ça faisait souvent que j'entendais ça. Je me disais « Bon, mais j'ai peut-être une façon de voir la vie un peu différente de d'autres. » Même mon ostéopathe que je vois depuis longtemps, quand je le revois, genre un mois plus tard, il me dit « J'ai pensé à ce que tu m'as dit l'autre jour. » Fait que je faisais des farces, je dis « Là, c'est rendu, c'est moi qui va te charger à l'heure. » là. Mais fait que là, je me suis dit « Bon, mais fort de tout ça, je pourrais faire des conférences puis faire la liste de ma façon de voir la vie sur différentes choses. Puis même que je pourrais prendre ce que mes chums me disent, tu sais, qui les ont peut-être marqués ou qui les ont fait réfléchir. » Puis là, j'ai dit à Marc Gervais, je dis « OK, mais moi, je voudrais faire des conférences. Qu'est-ce que tu en penses? » Il dit « Oui. » Ben oui, parfait, je te vois faire ça. OK, cool. On fait comment? Ben, il dit commence par écrire un livre. J'ai dit ah, OK. Bon, ben, je vais écrire un livre. Donc, pour toi, le livre a été la porte d'entrée pour faire des conférences? La carte de visite. Ouais. Ah, c'est fascinant. Mais c'est le fun parce que ça te permet de. Comment dire? Ah oui, tu vas aller faire des conférences, mais quand tu écris un livre, il faut que tu ailles plus profondément encore que d'une conférence. Parce qu'une conférence dure 1 heure, 1 heure, peu importe c'est quoi le timing. Mais le livre, il faut que tu creuses. Là. Puis c'est dur, puis il faut que tu ailles loin. Mais ce qui est le fun, c'est que, tu sais, l'inspiration, moi, je vois toujours ça un peu. C'est une image super poche, vous allez voir. Je vois ça comme quand tu siphonnes une voiture. Je me trouve ridicule, juste à le dire. L'inspiration, là, au début, c'est tough, là, tu siphonnes, mais quand ça se met à sortir, là, ça arrête plus. C'est ça. Mais quand ça arrive, arrête pas, continue si tu as du temps, parce que tu sais pas quand est-ce que ça va se tarir, tout ça, là, tu sais. Fait que tu dis, OK, là, j'ai de l'inspiration, faut que j'y aille. Fait que moi, j'ai trouvé ça dur au début, mais quand l'inspiration arrivait, là, écoute, je suis un cheval de course, j'écrivais. Puis pour les gens qui veulent peut-être écrire un livre un jour, moi, je dis tout le temps, si l'inspiration vient, laissez aller vos mains, vos doigts, là, écrivez, puis regardez pas les fautes. Regardez pas la structure. Regardez rien. Vous y reviendrez, ça, c'est pas grave. Vous avez le temps d'aller corriger après, mais l'inspiration, vous n'avez pas le temps de l'arrêter. Ça vaut cher, ça. C'est du gros jus, là. Oui. Ça sort de vous, en plus. Fait que c'est de la matière première hyper intéressante. Est-ce que tu avais toujours rêvé d'écrire un livre ou c'est quand Marc t'a dit qu'il faudrait écrire un livre? Bien, plus je grandissais, plus je vieillissais, plus je me rendais compte que j'aimais ça écrire. J'ai écrit des chansons, j'ai écrit Beatles Story, des poèmes. Fait que je me suis dit, j'aime vraiment ça écrire. On dirait que ça se peaufine, il y a quelque chose qui se passe. J'ai retrouvé dans des vieilles boîtes que j'écrivais des poèmes, moi, à l'âge de 13, 14 ans, un peu fleur bleue, tout ça. Ben, c'était en moi, tu sais. Fait que le livre, je trouvais que c'était la prochaine étape. C'est-à-dire, OK, t'aimes ça écrire, mais là, on va voir si t'aimes vraiment ça parce que c'est costaud, un livre, tu sais. Oui, c'est ça que je disais. Moi, j'avais tout le temps rêvé d'écrire un livre. OK. Puis quand j'ai commencé à écrire mon livre, les premiers 25 000 mots ont descendu comme un vrai download. Oui. Mais après les 25 000 mots, là, je me disais, fallait que je me rende jusqu'à 44 000. Puis là, j'avais trouvé ça top. Je me disais, j'avais une idée de qu'est-ce que c'était écrire un livre, mais quand on le fait pour la première fois, c'est comme... C'était demandant pour moi, mais je suis contente de voir que toi, ça a sorti comme si c'était... Non, mais ça a été difficile, là. Attends, là. Puis tu sais, moi, je dirais être l'artiste de sa vie. Je pars, OK, j'ai un concept, là, mais encore, là. Puis je me souviens aussi que j'avais comme pas que j'avais pas d'ordre, mais mon ordre n'était pas correct dans mon livre, tu sais. Ça s'interchangeait facilement, les chapitres. Mais là, je me disais, hey, faut que je trouve... Et c'est là où on parle d'inspiration. J'avais envoyé une commande. Moi, j'envoie toujours des commandes dans les airs, là, je sais pas. Là, j'ai dit, OK, là, demain, c'est mon last call. Il faut que j'envoie mon manuscrit à mon éditeur. Mais je sais que l'ordre n'est pas bon. Fait que demain, tu m'arrives avec l'ordre, là, précis, le bon ordre.
Deal? On va me coucher. Je vais me coucher, puis le lendemain, effectivement, j'embarque sur mon ordinateur, là. C'est comme si je l'avais vu. Clic, je transférais les chapitres d'un côté, de l'autre, ça, je suis arrivé. Voilà, c'était ça. Il y a une force qui a opéré en arrière-plan, puis moi, je veux dire que ton livre, je l'ai dévoré. Là. Moi, je l'ai amené en vacances, puis je t'ai même envoyé la photo que tu sur la plage. Hey, j'ai lu un livre, là. Je pense que c'est le livre que j'ai lu le plus rapidement parce que je trouvais que je n'étais pas capable de le fermer. C'était vraiment intéressant. Il faut croire que les chapitres étaient dans le bon ordre. Oui, les chapitres étaient dans le bon ordre. Écoute, souvent, quand on regarde les médias sociaux, quand on regarde Instagram, quand on regarde Facebook, puis qu'on regarde les conférenciers, on a tout le temps l'impression que tout leur est facile. Puis souvent, on voit qu'ils ont l'expérience puis qu'ils réussissent bien. Mais moi, j'ai envie que tu nous partages peut-être une conférence où ça s'est moins bien passé, où tu as vécu un épisode où il est arrivé quelque chose que tu dis, Cathy, celle-là, je sentais que je l'ai peut-être échappé ou il est arrivé telle situation. Mais comme j'ai pas fait une centaine de conférences dans ma vie, j'ai mon échantillonnage n'est pas très grand. Mais si je peux me permettre, à un moment donné, j'ai fait une audition pour une pub télé. Et j'étais pas bon. J'étais pas la bonne personne pour faire ça. Ça parlait de plans de banque avec ça. Écoute, en sortant, je leur ai dit, si vous me prenez, vous savez vraiment pas ce que vous faites. Fait que toi, tu le savais avant de t'y rendre ou sur place? Non, sur place. Non, j'avais une bonne idée avant de me rendre parce que je me disais, premièrement, le texte était hyper difficile à apprendre. C'était pas le premier texte que j'apprenais dans ma vie. Puis là, je me disais, quand c'est difficile à apprendre d'habitude, c'est pas bon signe. C'est soit que ça te sied pas, ça te va pas, que c'est pas fait pour toi ou que t'es pas fait pour ce produit-là, ou bien c'est mal écrit. Fait qu'en tout cas, peu importe c'était quoi la raison, j'étais poche. Puis en sortant de là, j'étais même pas décontenancé ou déçu ou quoi que ce soit. Je me disais, hey, it happens. Ça arrive. Puis, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des auditions aussi. Tu sais, tu fais comme. Mais les gens, ils ont réagi comment à ton honnêteté ou à ta Ils sont partis à rire en voulant dire. OK. C'est cool. C'est pas qu'on va mettre des gants blancs pour te l'annoncer. Finalement, c'est toi qui l'as. Puis tu sais, il y a toujours un élu versus des fois 100 personnes qui vont faire l'audition. Fait que ça se peut que je fasse partie des 99 autres. Et là, je le savais que je faisais partie des 99 autres. Dis-moi, est-ce que toi, dans ta vie, tu as eu à dealer avec le syndrome de l'imposteur ou peut-être un autre challenge que tu dis, ça, pour moi, ça a été difficile à surmonter? Bien, je pense que moi, j'ai fait 6 ans de théâtre. Puis j'ai commencé à prendre mes cours de théâtre alors que je faisais juste la radio. Puis je me disais, moi, je veux pas m'encarcaner dans un personnage de « Ouais, je suis animateur radio, je peux pas me permettre de faire ça. » J'avais vu ça, moi, je suis des plus vieux animateurs. Il y en a qui ont des égos. Ben ouais, puis ils s'étaient encarcanés. Je trouvais qu'ils s'étaient mis eux autres même dans un coin. Puis je dis non, moi, je veux me donner des possibilités. Je veux être libre d'expérimenter des trucs. Puis fait que pour ça, ça me prend des outils. Puis c'est là où je suis allé faire des cours d'acting. Puis à partir de là, mes premiers cours d'acting, ça finissait avec une pièce de théâtre. Fait que c'est vraiment cool parce que tu apprends ce que tu dois faire, mais après ça, tu le mets en pratique, puis il y a du public qui vient, puis tu le fais pour vrai. Tu sais. Oui, oui. Même si on était des semi-amateurs à l'époque pour les premiers cours que j'ai pris, on le faisait pareil. Tu sais. Puis que tu sois amateur ou professionnel, ça fait. T'es aussi nerveux, ça fait aussi mal quand ça passe pas, puis ça fait autant de plaisir quand ça passe bien. Fait que, bref, je pense que ça m'a aidé. Parce que quand tu joues des fois, ce qui est très poche quand ça t'arrive, c'est quand tu te regardes jouer. Oui. Là, tu appelles ça le troisième œil. Là. Oui. Puis là, tu te regardes jouer. Là. Ça, tous les acteurs ont déjà vécu ça. Ça, c'est tough parce que là, tu te mets à juger. Puis là, tu n'es plus dans le moment présent parce que tu es dans le moment présent ailleurs que dans toi. Là, c'est ça, tu t'observes. Tu t'observes. Fait que là, évidemment qu'il y a des trucs pour sortir de là, mais ça arrive à tout le monde. Là, fait que je pense que le fait d'avoir fait du théâtre, ça m'a donné, comment dire, à moi-même des options pour... Puis une des options, c'est l'autodérision. Ah oui. Quand ça m'arrive, je me mets à me niaiser devant tout le monde, puis à dire que je suis tout croche, puis tout ça. Puis, tu sais, je profite de l'occasion pour dire, OK, ben je vais... C'est parce qu'il n'y a rien de pire quand tu fais une conférence que d'être pogné dans ta tête. Oui. Fait que moi, je dis tout le temps, partagez ça avec le monde. Prenez le monde avec vous autres. Pour dire, tu sais, si t'es nerveux, dis-le en rentrant. Là, je suis nerveux. Je viens de faire un petit pipi nerveux, là, je le sais, là. Il n'en reste pas, non, OK. Tu sais, regarde, tu vois, c'est ça que je fais. Là, je dédouane un peu le fait que je suis nerveux. Puis après ça, ben les gens font comme, ah, ben il est comme nous autres. Ah, ben je vais lui donner, pas le bénéfice du doute, mais je vais lui donner quand même, je sais pas, plus de droit à l'erreur.
parce qu'il est comme moi. Moi, j'ai le droit à l'erreur parce que je suis dans la foule, puis, tu sais, fait que ça communique mieux aussi. Ça brise le mur entre la personne sur le stage puis les gens dans les estrades. Effectivement. Est-ce que quand tu as fait le théâtre, tu as fait aussi de l'improvisation? J'en ai pas fait beaucoup d'improvisation, mais quand j'ai fait, c'était des matchs un peu, avec des gens connus un peu plus. Fait que c'est des matchs organisés, là, pour bénéfice, tout ça. OK. Mais là, je savais que c'était une piqûre, ça aussi, l'improvisation. Mais moi, j'ai fait beaucoup d'improvisation à la radio parce que tu parlais pas le choix. tu parlais des grandes gueules tantôt. Moi, les sketchs des grandes gueules, je les connaissais jamais. 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 J'avais jamais le texte. Puis je voulais pas l'avoir parce que moi, puis on était tous d'accord avec ça, c'est que moi, j'étais comme le public. Je jouais le rôle du public qui recevait le texte, qui recevait ce que les gars disaient, puis qui réagissait. Fait que souvent, les gens, ils disaient ça. Ils disaient, c'est le fun parce que toi, t'es comme... moi, je suis moi dans le char, là, puis j'aime ça, tes réactions, parce que c'est spontané, puis tout ça. Fait que ça, c'est beaucoup d'improvisation. Mais ça t'a servi. T'sais, ton cours de théâtre, ton improvisation, ça... tout nous sert. Hein? Oui. Quand je parlais du coffre d'outils tantôt, là, c'est sûr que... Puis, tu sais, c'est Guy Jourdain qui m'avait dit ça à un moment donné. J'ai fait 2 ans de radio avec Guy. Oui. Il n'avait jamais fait de radio, puis il m'avait dit, Richard, parce que nous autres, on se connaissait, on avait travaillé au Canadian Tire ensemble quand on était kids. Là. Oh my God! Ouais, à Sherbrooke. Puis là, il m'avait dit, Richard, moi, j'ai jamais fait de radio. Là, si j'accepte l'offre, tu veux-tu me coacher? Tu as le droit de tout me dire. Je dis, parfait, Guy, pas de trouble. Fait que, c'est Guy Jourdain, j'ai-tu vraiment quelque chose à lui dire? Mais effectivement, c'est un médium, tu sais, puis très scolaire, Guy. Fait que là, des fois, je donnais des notes, tu sais. Puis, à un moment donné, après la première année, il est retourné faire sucré-salé l'été. Oui. Quand il est revenu, le premier, on était toujours les 2 premiers arrivés le matin, puis on se parlait. Puis j'ai dit, ça t'a-tu servi, la radio, pour faire sucré-salé? Il dit, mon Dieu, incroyablement. Parce qu'il dit, bien évidemment, tout nous sert. On est la somme de tout ce qu'on a fait. Mais il dit, la radio, c'est de l'écoute. Parce que c'est du son. Il dit, je fais des entrevues, j'écoute 2 fois plus que j'écoutais avant. C'est ça, le truc, quand on fait des entrevues, c'est vraiment d'écouter puis de répliquer avec les réponses. Jean-Luc Mongrain a déjà dit, le 3/4 de tes prochaines questions se retrouvent dans la réponse d'avant. Ça, c'est très, très sage. Merci de me dire ça. Merci, Jean-Luc. Ça va me servir à Merci, moi aussi. Toi, est-ce que tu en écoutes des conférences? Oui, quand je peux. Là, je fais des TED Talks un peu. Là, je regarde ça. J'ai regardé Brené Brown sur Netflix. Je l'ai regardé 3 fois, je pense. Puis là, j'ai dit, je pense que ma fille n'a pas encore écouté. J'ai dit, là, il faut que tu écoutes ça. Je le recommande à tout le monde. C'est un masterclass de conférence sur la vulnérabilité et le shame. C'est quoi la traduction de shame? La honte et la vulnérabilité. Oui. Moi aussi, cette conférence-là, elle m'a absolument marquée. Puis, je trouve qu'elle a tu sais, elle a vendu des millions de livres et tout ça, mais sa façon d'interagir avec les gens, c'est extraordinaire. Exemple, elle commence avec l'humour. Oui. La chaleur, l'humour, l'autodérision. Oui. Elle se prend vraiment, là, tu sais, elle se prend comme exemple, puis elle y va all-in, là, tu sais. Elle donne du personnel, donc, tu sais, tu peux pas toucher les gens si tu y vas pas. Si tu n'as pas de storytelling. Exact. Si tu racontes pas l'histoire. Si tu ne mets pas les trips à la table, tu peux pas demander aux gens de mettre leurs trips à la table. Ouais, c'est ça, mettez vos trips à la table, puis tu dis jamais rien de toi ou de quelque chose de profond qui te touche vraiment. Puis elle y va là-dedans, mais elle nous amène tranquillement dans quelque chose de plus sérieux, de plus profond. Puis là, elle passe ces gros messages forts, à part ça, remplis d'expérience. J'ai capoté. C'est une recherchiste, mais elle vulgarise super bien. Absolument. Elle fait en sorte que les gens qui sont dans la salle, même s'ils n'ont pas les connaissances, ils comprennent exactement qu'est-ce qu'elle est en train de partager. Elle le fait de façon exceptionnelle. François Lemay ici, qui m'a chaviré. C'était une conférence de je ne sais même pas combien de temps. C'était des heures et des heures. Je pense que c'était une journée complète. Puis j'étais dans un moment où j'avais besoin d'une réponse sur quelque chose de bien précis. Là, je me disais, là, puis, à un moment donné, lui, il s'est lancé sur scène en disant que... Puis, tu sais, il rit avec ça, puis il en met pour être sûr qu'on comprenne bien. Oui. C'est toujours qu'il ne se couche pas sur le dos en le criant que dans la vie, tout change, tu sais. Puis il dit tout. Puis là, il crie, il chante, il fait tout de manière, juste pour être sûr qu'on comprenne bien. Puis c'est là où j'ai fait comme... Oui, c'est vrai. Puis je me suis fait une image de ça. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que lui, il l'a dit d'une certaine manière. Moi, je l'ai pris, puis je l'ai mis dans mon système à moi pour avoir une image forte qui me percute. Puis moi, je me suis dit, c'est ça. Le changement, c'est comme le vent. Le vent,
ça n'arrêtera jamais. C'est une force de la nature. Voilà. Puis moi, si je me braque contre le vent, je vais tenir un bout, c'est correct. Mais à un moment donné, je vais casser. Fait qu'au lieu de me mettre contre le vent, comme tout change tout le temps, bien, je vais mettre ma voile du bon bord, un peu comme dans les arts martiaux où tu utilises la force de l'autre pour le projeter. C'est lui qui, dans le fond, qui t'aide à le projeter. Bien, je vais mettre ma voile du bon bord et je vais faire corps avec le vent pour que lui me propulse et non pas qu'il me casse. Fait que tu vois, c'est François Lemay qui m'a aidé à faire cette analogie-là. Mais c'est tellement ça, en plus. On est ici pour évoluer, on est ici pour apprendre, puis tout change. On est venu vivre des expériences. Oui. Fait que je pense que si le changement n'arrive pas, on n'en vit pas des expériences. On veut être en contrôle, puis on veut être protégé. Mais c'est dur quand tu t'es fait dire des choses, puis que tu as des valeurs, puis que tu penses que tu es rendu quelque part, puis que puis que là, tu es obligé de dire « Ah ouais, je t'ai rendu quelque part, mais finalement, ce quelque part-là, c'est terminé. Il faut que ce soit quelque part d'autre. Je te parle de l'état dans lequel on est, tu sais. Mais c'est dur, des fois, de dire « OK, j'oublie ça, puis je vais vers là. » Tu sais, moi, je dis tout le temps, l'univers a uniquement 3 réponses. Fait que la première réponse, c'est oui. La deuxième réponse, c'est pas maintenant. Puis la troisième réponse, c'est « il y a mieux qui t'attend ». Mais tu sais, quand il y a mieux qui t'attend, puis que toi, tu tenais à ce projet-là, bien, ça se peut qu'on trouve ça dur, puis ça se peut qu'on trouve ça demandant, mais... Absolument. Voilà, il faut aller de l'avant. Des fois, tu es tanné de te faire dire « pas maintenant » ou il y a quelque chose de mieux que t'attends. Dis « Ben oui, mais quand est-ce que ça va arriver tout de suite? » I want it right now. Ouais. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire? Tu nous as parlé de Brené Brown, tu nous as parlé aussi de François Lemay, mais ça peut être quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est... Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu écoutes puis tu te dis, cette personne-là, j'aimerais vraiment ça pouvoir apporter... Moi, j'ai lu 2-3 livres de Richard Branson, le grand patron de Virgin. Puis j'aime ces gens-là qui réussissent dans leur travail, leur vie, mais qui n'hésitent pas à changer de modèle d'affaires, qui n'hésitent pas à changer... Ben, lui, il y a toujours la même compagnie, mais il en a ouvert tellement de cellules alentour de celle-là, et qui, dans leur vie, se donnent des défis personnels qui n'ont pas rapport avec les affaires. Tu sais, lui, il a fait des choses hallucinantes. Il a traversé, c'est le plus rapide d'avoir traversé la Manche en bateau, mais des affaires, tu es attaché dans le cale du bateau, puis ça brasse, puis tu as le goût de vomir parce que ça sent le fioul. Tu sais, je veux dire, moi, je ne ferais pas ça. Moi non plus, mais je veux dire, que lui, tu sais, il a traversé le Pacifique en montgolfière solo. Je veux dire, tu sais, mais je trouve ça le fun, les gens. Puis, il redonne aussi à la société. Oui. Il est toujours en questionnement vers les autres aussi. Comment tu trouves ça? Il est toujours à l'écoute. Il pose des questions. Fait que ça m'avait mis chercher. Puis je trouve que lui aussi, c'est important, la contribution. Tu sais, c'est pas tellement l'impact, c'est aussi comment il peut contribuer. Je trouve qu'il fait ça bien. Oui, puis il y a des gens dans mon entourage qui ont bien réussi dans la vie, là. Puis tu sais, je pense entre autres à Pierre Gendron, que je salue, c'est un ami. Pierre, je veux dire, il est parti de rien, là, je veux dire, de rien. Aujourd'hui, c'est un gars qui doit, je sais pas combien il y a de compagnie, mais c'est surtout le gars qui redonne le plus que je connais. Il a parti d'une fondation qui s'appelle Fondation Le But pour des enfants qui n'ont pas assez, des parents qui n'ont pas assez d'argent pour acheter des équipements à leurs enfants. Donc, des gens qui ont des équipements de hockey de jeunes, ils vont porter ça. Lui, il y a des sports Rousseau, entre autres. Oui. Donc, en face des sports Rousseau, il y a des bins. Tu vas mettre ça dedans. Eux autres, ils ont des machines pour complètement nettoyer ça. Je ne veux pas dire décontaminer, mais on s'entend, là. Puis, ils refont des stocks de hockey, puis ils redonnent ça à des jeunes dont les parents ne peuvent pas leur offrir des stocks de hockey. Ça bat des records, parce que ça n'existait pas, mais je veux dire, ils ont ramassé des trucs incroyables. Puis lui, je sens que c'est sa fierté autant, sinon plus, que toutes les compagnies qu'il y a. Mais c'est ça que je dis des fois, quand on sent qu'on fait une différence, quand on sent qu'on contribue, moi, je dis tout le temps, c'est porté par plus grand que nous. Tu sais, on dirait qu'il y a un élan qui soulève ça par en dessous puis qui lève ça bien plus grand que ce que nous, on pense qu'on peut faire. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis que ça peut avoir un grand impact. Oui, puis aussi, je trouve que c'est... Tu sais, quand tu as eu des belles affaires dans ta vie, ça vient boucler la boucle de redonner. Puis je trouve que quand tu boucles la boucle, quand le cercle est fermé, pas fermé, mais quand il est complet, là, il y a une énergie qui sort de là parce que tout se nourrit, là. Effectivement.
Dernièrement, je t'ai vu en conférence à celle de Guillaume Duluth devant 5000 personnes. Est-ce que ce contrat-là... Parle-moi de ce contrat-là. Quand ça a été proposé, comment tu as réagi? Tu es ami beaucoup avec Guillaume, c'est un ami commun. Guillaume, en fait, c'est lui qui m'a dit ça, que lui, il a toujours trippé sur les grandes gueules, mais il dit, dans les grandes gueules, il y avait toi aussi, là. Moi, je suis pas dans les grandes gueules, mais je veux dire, dans l'émission. Puis il dit, moi, je trippais plus sur toi. Moi aussi, par tes réactions. Fait que j'ai toujours voulu faire quelque chose avec toi. Puis il dit, là, c'est ma plus grosse conférence à vie. Puis il dit, j'aimerais ça si tu venais. Puis il dit, on va te trouver un rôle, là, tu me présentes, whatever. Puis je veux que tu parles au monde, là. Je veux que tu mettre ta personnalité de l'avant aussi. Mais est-ce que tu savais qu'elle allait avoir 5000 personnes? Moi, c'est une des plus grandes audiences que j'ai vues ici au Québec. J'ai vu Tony Robbins venir ici puis qu'il n'y avait pas autant de gens que lui avait eu. Et ce qui est drôle, spécial, c'est qu'ils étaient tous sur le même plancher. Oui. Ça, c'est impressionnant. Parce que c'est comme une mer de monde. Je veux dire, quand il y a des estrades, on dirait que la perception de profondeur est moins grande. Oui. Mais là, c'était un plancher. Donc, je commençais en disant que si j'avais su qu'il y avait eu 5000 personnes, j'aurais dit non. mais moi, c'est ça dans les dernières années, c'est que je dis oui à des choses qui me tentent, mais qui me déstabilisent. Parce que ça me fait avancer. D'où Brené Brown, ce qu'elle disait, dans le confort, tu n'avances jamais. C'est dans l'inconfort que tu avances. J'ai fait comme, let's go. Je dis oui. Je dis beaucoup oui de ce temps-là. Tu m'as demandé de venir, je dis oui. Il m'a dit oui, puis j'étais super contente, super honorée. Mais tu vois, je trouve ça impressionnant que tu me dises ça, que 5000 personnes, tu t'es dit que tu n'allais pas aller si tu aurais su que c'était 5000 personnes. Non, mais ça, c'était une farce que j'ai dit aux gens. C'est sûr que je le faisais pareil parce que je sais, pour les gens peut-être qui nous regardent présentement et qui n'ont jamais fait de conférence ou de trucs devant public, c'est plus gênant de faire un truc devant 6 personnes dans une petite salle que devant 5000 personnes dans une grande salle. Parce qu'à un moment donné, ça devient un tout. Ça devient une masse. Fait que c'est moins gênant, c'est moins personnel parce que tu n'as pas l'impression que les gens regardent dans ton âme. Là, à 5-6 personnes à 3 pieds de toi, là, tu les entends te juger. Là, c'est comme ça. Oh, ouais, OK, lui, il m'a regardé comme ça. C'est incroyable. J'ai déjà fait quelque chose à mes débuts à la radio. C'était à Rouyn-Noranda, dans une chambre de hockey, avec un de mes chums, co-animateur. C'était gênant. J'aurais voulu être dans un bar avec 800 personnes sans problème, mais ça, c'était gênant. Mais je suis curieuse parce que ça m'intrigue. Tu dis que devant des personnes, tu es plus gêné, mais à la radio, tu avais des millions d'auditeurs. Mais tu les vois pas. C'est ça. Tu les imagines. Ah, voilà. J'avais déjà un patron qui nous avait dit, « Guys, regardez vos codes d'écoute, là. C'est comme si vous parliez à 10 stades olympiques pleins. » Là, tu es comme... Oh, OK. T'sais, nous autres, on rentrait avec nos petits cafés, là, tranquille. Ouais, ça va. Ah oui, ça va. OK, on ouvre le micro. Hey! T'sais. Et donc, je pense que le fait que vous ne réalisiez pas faisait en sorte que c'était fait avec plus de facilité. Bien, Christian Tétrault, avec qui j'ai déjà travaillé, a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il ne faut pas que tu fasses, je vais dire un chiffre X, là, une fois de la radio pour 1 million de personnes. Il faut que tu fasses la radio 1 million de fois pour une personne. Ah, my God! J'ai plein de frissons. On va mettre un petit peu de chauffage. Mais tu comprends l'idée, c'est ça, la radio aussi. On dit que c'est un médium de proximité. Bien, c'est ça. Il faut que tu t'imagines. Moi, je dis souvent, tu t'imagines que tu prends un café avec un ou une de tes chums. Tu vas pas parler comme ça! Non. Tu vas parler, hey, ça va bien. Oui, tu as de l'énergie, tu transposes ton énergie, c'est important. Peut-être un peu plus que si on est vraiment attablé dans un café puis on est bien relax. Il y a quelque chose, il faut quand même que ça se rende, là. Mais l'énergie qu'on a là, c'est une énergie de café, là. Oui, on prend un café entre nous deux, puis je vais te donner cette énergie-là, c'est sûr. Bien, c'est ça. La radio, c'est ça. Quand tu le fais comme ça, tu as l'impression que la personne te parle, comme un chum. On avait l'impression qu'on était assis avec toi dans le studio. Ben ouais. Vraiment, on avait l'impression qu'on était... On était dans nos voitures, mais on avait l'impression qu'on était avec vous. Nous autres, c'était un peu... tu sais, au début, c'était les grandes gueules qui me rentraient dedans. C'était ça leur pattern. Tu sais, l'animateur, on y rentre dedans. Nous autres, on est les deux clowns. C'est ça qu'ils avaient déjà fait avec les autres animateurs. Mais à un moment donné, tu sais, essaies de coincer le gars, puis moi, je suis un gars ordinaire, dans le sens où, tu sais, j'ai pas trop de traits de caractère extraordinaires, mais pas d'autres non plus de trop flyés de l'autre bord. Fait que, mais Mario Tessier, on a commencé à voir ses travers, le fun à travailler. Fait que j'ai dit à José à un moment donné, j'ai dit, les gars, faut qu'on... Ben, puis à Mario, il faut qu'on arrête d'avoir ce pattern-là qui existe depuis 10 ans. Faisons le triangle à la place. C'est-à-dire que, aussitôt qu'il y en a un qui a une couette de travers, les deux autres sautent dessus. Ah! Mais 10 secondes après, si c'est l'autre qui a le flanc ouvert, on tire sur l'autre. Fait que ça devient, à ce moment-là, tout est possible. C'est pas un pattern, c'est un triangle. Encore une fois, on boucle la boucle, tu sais.
Puis à partir de ce moment-là, ça s'est mis à... Moi, je trouve qu'on a upgradé notre rendu. Mais on l'a vu, l'évolution. On a vu que les gens étaient de plus en plus intéressés, impliqués. Puis les grandes gueules, c'est devenu encore plus grand parce que justement, je pense que vous avez toujours su évoluer puis vous adapter. Je t'écoute. J'arrivais avec mon autre question. Oui, Ici, vas-y. on parle de prise de parole en public, on parle de conférences, on parle aussi de storytelling. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que dans ta vie, il y a eu une histoire qui t'a été racontée par un grand-parent, par ta maman, par un ami, mais qui t'a suivi toute ta vie? Tu sais, que tu dis encore aujourd'hui, cette petite histoire-là, elle a un impact ou elle me fait réfléchir. Oh, ça, c'est une question. Faut que tu retournes loin pour... Professionnellement, puis là, je vais le dire parce qu'on fait ce podcast-là, puis pour des gens qui veulent peut-être être des speakers, ça va... OK, c'est vraiment la meilleure... C'est probablement le meilleur conseil que j'ai eu professionnel. OK. Je faisais Salut Bonjour Week-end à l'époque, il y a 15 ans. Ah, Et le producteur me prend, super sympathique, le gars, il me prend après une émission, puis il me dit, Richard, il dit, toi, t'aimes ça la bouffe, hein? Je dis, ah oui, la chronique bouffe, j'adore ça. Moi, j'aime ça faire manger chez nous. Ah ouais, le vino bouffe, aussi, t'aimes ça, hein? Ben oui. Je dis, ah, moi, j'adore ça, tout ça. Ben, il dit, ça paraît trop. Là, je fais comme, attends, mais, explique-moi, parce que là, je suis complètement dans le néant. Il dit, t'as un professionnel, un chef cuisinier qui vient te voir. Et t'as un sommelier de réputation, Philippe Lapérelle, en l'occurrence, à ce moment-là, encore, qui vient te voir et qui te parle de leur... Toi, là, t'as 2 experts, mais c'est pas toi l'expert. Parce que t'as un expert, automatiquement, tu deviens nous autres. Et donc, si t'es nous autres, chaque question que tu vas leur poser, quand ils vont te répondre, c'est comme s'ils répondaient à nous autres. Fait que, s'il y a des réponses que tu sais déjà, pose la question pareil. J'ai dit, c'est extraordinaire ce que tu me dis là. C'est extraordinaire. J'en parle 15 ans plus tard encore. J'en parle à toutes les semaines. À des gens qui veulent faire le métier ou peu importe. Parce que... Puis là, j'ai pris mon chef puis Philippe Lapéry, que je connais super bien. Je dis, les gars, là, je leur explique ça. Ils font comme, my God, c'est malade. Je dis, fait que là, vous me connaissez. Si je vous pose des questions, dites pas, ah, franchement, Richard, tu sais c'est quoi? Non, là, je te pose des questions. Et j'ai toujours gardé ça. Fait que si un jour, vous faites vous posez des questions à des gens, mais que vous savez que ces gens-là sont des professionnels dans leur domaine, vous pouvez challenger, il n'y a pas de problème. Mais vous posez des questions qui permettent aux gens qui regardent, qui écoutent, de faire comme, ah, OK, cool. Ça, là, c'est un grand enseignement pour moi aussi. Là. Je pense que ça va me Tant servir mieux. pour le reste de mes entrevues. Là. C'est incroyablement puissant. Là. Ben oui. Ben, j'ai toujours gardé ça, moi. Encore aujourd'hui, j'en parle tout le temps. Tu sais, je fais un podcast, là, moi, sur les autos. Oui. Ça s'appelle Trace de break. J'ai un pilote professionnel, j'ai un courtier automobile. C'est le gars qui connaît le plus les chars que je connais de toute ma vie. Penses-tu que je passe pas à POC à un moment donné? Tu sais, quand il y a le temps d'animer, j'anime, mais une question, quoi que ce soit, ces autos ou quoi que ce soit, je me revire, là, c'est sûr. Là. Puis là, eux autres, ils partent, ils sont contents. Il y en a des fois, je connais la réponse, mais eux autres sont là pour ça. C'est des professionnels. Ils vont mettre bien plus de détails que je vais en mettre, puis de la passion, puis c'est bien correct. C'est bien dit, c'est bien dit. Si on a des dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast présentement, pourquoi on engage Richard Turcotte? Ben, moi, je pense que je suis une preuve de longévité. Oui. J'ai 54 ans, je fais ça depuis que j'ai 18. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, puis j'ai d'autres hauts. Et je me suis aussi diversifié. Oui. Ce qui fait que je pense que pour la créativité, pour le fait que j'en ai vu des gens passer, j'ai vu des époques passer, j'ai vu plein de trucs, ça me donne un certain regard, je dirais, extérieur à ce que je fais même. J'ai beau être dedans, j'ai quand même... Puis c'est drôle parce que des fois... À la radio, par exemple, là, les patrons, des fois, ils vont nous dire « Ouais, là, on a un nouveau concept, ça va être ça, 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 ça. » Puis je fais « Oui, mais là, c'est parce que ça, on l'a. Si tu fais ça, il va arriver ça, ça, ça. Non, 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 c'est une nouvelle affaire. » Puis 6 mois plus tard, ils reviennent. Bon, OK. Ça, c'est de l'expérience. Ton expérience, ton expertise fait en sorte que tu es capable d'aviser ou Oui, puis j'ai pas toujours raison, cela dit, mais c'est comme si je voyais des coups venir d'avance parce que j'ai l'expérience de tout ça. Donc, une autre raison pourquoi des dirigeants d'entreprise, j'ai mon enthousiasme. Oui. Moi, ma blonde, elle n'en revient pas. Elle dit, mais comment tu fais pour être encore enthousiaste devant tout ce métier-là, à travers tout ce que tu as passé?
je suis un éternel enthousiaste. Je sais pas, je regarde toujours le positif d'une situation, même si elle est tough. Je me dis, oui, parce que tu en as passé des moments qui étaient difficiles. Oui, vraiment. Mais je suis encore enthousiaste. Oui. Je suis là avec toi. Je suis enthousiaste, je suis là, je suis dedans. C'est comme j'aime ça. Fait que ça aussi, c'est le fun. Partager la passion. Je suis encore passionné, je suis encore enthousiaste. Je ponds encore des projets. Puis la créativité m'aide justement à garder cette espèce d'enthousiasme-là. Puis ma blonde, des fois, elle dit, ouais, mais c'est pas payant, cette affaire-là. Je dis, ouais, mais je serais plus triste à ne pas le faire que de le faire puis pas que ce soit pas bien payant, tu sais. La passion émane de toi, puis des fois, on est plus content de faire quelque chose qui paie moins, mais qui, pour nous, a plus d'importance. Bien, je pense que c'est plus payant d'être dans l'action que d'être arrêté. Ça, c'est bon. C'est très bon. Ça, c'est un super conseil. Dis-moi, là, on a parlé aux dirigeants d'entreprise. J'aimerais ça qu'on parle aussi à ceux qui aspirent à être conférenciers. Donc, des personnes qui écoutent le podcast puis qui se disent, moi, j'aimerais ça être conférencier. Est-ce que tu leur donnerais un conseil? Est-ce que tu leur dirais quelque chose? Bien, il y a un auteur qui a donné un conseil, je me rappelle pas à qui, mais à des gens visiblement qui écoutaient, dont moi. Et il disait, le truc, si tu veux être un auteur, il y en a deux. Le premier, lis. Lis. Le deuxième, écris. C'est super niaiseux, mais il y a des gens qui plongent jamais. Voilà. Fait que tu veux écrire un livre, tu veux être conférencier. Bien, premièrement, pour être conférencier, fais-toi un plan. Parce que je crois pas à ça. Il y a des gens qui sont capables, là, mais c'est parce qu'ils ont de l'expérience en temps. Et fais-toi un plan. Qu'est-ce que tu aimerais voir sur scène de toi? Comment tu aimerais te voir sur scène? Puis tu parlerais de quoi? Faut pas que ça dure 10 minutes. T'sais. Fait qu'il faut que tu plonges. C'est du travail. Là. Il y a du hard work en arrière de tout ça. Puis quand tu penses que tu as fini de dire « Ah ouais, là, j'ai quelque chose », va plus profond parce que tu vas être challengé. Puis ça, la scène, tu peux être challengé, c'est correct, mais il faut que tu sois allé au bout de ton idée. Souvent, en écrivant, ce que je disais plus tôt, c'est ça, là, ça vient à un moment donné, tu écris quelque chose, là, puis là, tu t'en vas te coucher, mettons. Ça continue à travailler, là. Mais le lendemain, là, ou même là, la nuit, mets-toi un calepin sur ta table de chevet parce qu'il y a des flashs qui vont monter, c'est sûr. Quand tu t'investis, à un moment donné, c'est comme si tu vivais une vie parallèle quand tu écris. Oui. Tu vis ta vie normale, tu vas faire ton épicerie, tout ça, mais ton cerveau, il continue en parallèle à travailler. Puis là, tu te dis, ah ouais, tu prends ta canne de bin, puis là, tu dis, les bins, ouais. Là, ça te fait penser à quelque chose, faut que tu l'écrives tout de suite. Exactement. Surtout si tu es en projet de conférence, de dire, moi, je suis en train de créer une conférence. Il faut que ça devienne l'affaire qui te suit, là, que tu tiens dans la main à tous les jours, toutes les minutes. Là. Puis on peut le savoir dans notre tête, on peut le savoir comme avec notre cerveau, mais il faut passer à l'action. Absolument. Parce que tant qu'on ne le fait pas pour vrai, tant qu'on ne se pratique pas devant des gens, tant que fait. Puis l'écrit, je trouve que c'est une bonne preuve. Oui. C'est une preuve écrite, ça le dit. Mais c'est une preuve tangible. Si tu dis, oh non, je l'ai dans la tête. Ouais. OK. C'est pas la même chose. Bien sûr, on va se parler, là, puis on va voir si tu l'as tant que ça dans la tête. On va te challenger, là, puis tu amènes 10 conférenciers, là, on va voir si tu l'as tant que ça dans ta tête. T'sais. Peut-être qu'il y a des prodiges aussi, puis c'est bien correct, là, mais c'est votre première. On en connaît moins. Ouais, c'est ça. C'est votre première, donnez-vous une chance. Hein? Voilà. On a parlé aux dirigeants d'entreprise, on a parlé à ceux qui aspirent à être conférenciers. Maintenant, j'aimerais ça que le Richard Turcotte d'aujourd'hui, avec son expérience, son expertise, retourne dans le temps puis qu'il parle à Richard Turcotte de quand il avait 20 ans. Qu'est-ce qu'on dit à Richard quand il avait 20 ans? Ben, je lui dis continue. Continue, mon gars. Lâche pas. Moi, à 20 ans, j'avais 20 ans. J'aspirais je faisais de la radio à temps partiel. Puis j'aspirais à faire de la radio à temps plein. C'était ma première affaire. Puis, écoute ça, j'étais à Sherbrooke. J'avais dit à mon patron de l'époque, je dis, moi, je suis dans le réseau énergie, là, tu sais. Oui. Il y en a partout au Québec. Moi, je veux faire ça à temps plein. Je suis prêt à aller n'importe où. As-tu des contacts pour moi? Je te le dis, là. Je suis prêt à faire toutes les heures que tu veux. Je suis prêt à aller n'importe où. Son frère était patron en Abitibi. Il a appelé son frère. Son frère, il dit, OK, ouais. On va peut-être le prendre. J'avais rencontré le patron à Sherbrooke. Bref, tout ça pour dire que je m'en vais en Abitibi. Puis j'ai fait une audition là. Je suis pas revenu. Et mes parents ont dû m'envoyer des boîtes puis tout ça. Mais je me posais la question, c'était quoi la réaction de tes parents? C'était... c'est le moment. Écoute, j'étais allé rester en appartement. Et là, après un an en appartement ou peu importe, j'ai décidé que ça allait être ça ma vie, vivre de la communication. Fait que j'ai fait un plan à mes parents. J'ai dit, mes parents, parents, êtes-vous d'accord que je revienne à la maison, on met mon stock dans le sous-sol, dans le milieu, là, on déballe juste l'essentiel. Moi, je suis dans la chambre du sous-sol. Puis dès que j'ai une job,
bye-bye. Ils ont fait comme oui, on est d'accord. Parfait. Ça a duré, je ne me rappelle pas, 6 mois peut-être. Puis le stock était dans le milieu, là, je te dis. Oh my God! Fait que quand est venu le temps de partir, moi, mon stock était déjà prêt. Fait qu'ils m'ont envoyé des boîtes. Puis à un moment donné, je suis revenu, j'ai pris un trailer, puis je suis retourné. Fait que moi, j'appelle ça commander le destin. Ah oui, moi aussi, je pense ça. Je me suis prédisposé. Oui, c'est ça. Tu étais guidé, tu l'as senti intuitivement, puis tu t'es préparé avant même de savoir qu'est-ce qui t'attendait. Wow! Puis je l'avais tellement visualisé que quand je suis arrivé là, la première journée, le lendemain, ben, le soir même, il me dit « Tu serais-tu capable d'opérer, donc faire la réalisation d'un show en direct d'une autre place demain? » Je dis « Ouais. » Le lendemain? Oui. Je suis arrivé, puis moi, j'étais assez bon à la console. Je suis arrivé, puis je savais où étaient les boutons. Je l'avais tellement visualisé que c'est comme si j'avais déjà vu le studio. Puis je m'en allais, puis je roulais, puis le boss en arrière, puis il n'en revenait pas. Il disait « Mais tu la connais, la console? » Je dis « Non, non. » Ça roulait. Là. Il a fait comme « Oh, OK, il s'est passé quelque chose là. » Moi, je suis flabbergastée depuis tout à l'heure. Là, tout ce que tu nous racontes, là, je trouve ça vraiment, vraiment... Ça me coupe le souffle. Vraiment. Là. Je voulais savoir si tu avais à partager une histoire que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi, puis on terminerait avec celle-ci. Tu sais, j'aimerais ça que les gens découvrent quelque chose de toi, quelque chose qu'on se dit « Ah, je savais pas que Richard Turcotte, c'est comme ça. » Bien, tu sais, ce que les gens savent, moi, c'est que j'écris puis je compose de la musique. Puis, OK, bien, puis je joue pas de musique. Je ne joue pas d'instrument. Fait que, comme quoi, dans la vie, il faut rester ouvert. Tu ne joues pas d'instrument et tu composes de la musique, puis tu l'entends dans ta tête? Oui. Ou... Oui. Puis ça a commencé avec mon ami Christian Sbroca. On se parlait tout le temps de musique, puis lui, auteur-compositeur. Puis à un moment donné, il voyait bien mon intérêt pour la musique. Puis il dit « Richard, j'ai comme un bout de chanson dans ma tête que j'aime vraiment, mais je suis pas capable de débloquer. C'est juste un bout. C'est toujours le même bout, tu sais, je suis pas capable. » Ben, je dis « Écoute, joue-moi ce bout-là en loop au piano, puis on va voir. » Il se met à jouer ça. Fait que là, je me mets à chanter une mélodie. Là, il me regarde, il continue. Là, je chante, il continue pour m'accompagner. Puis là, on a débloqué, puis c'est devenu une chanson. De cette chanson-là, on s'est mis, à partir de là, à en écrire, en composant ensemble beaucoup, pour lui, pour son prochain album. Mais là, une fois que l'album était fini, je dis, tu sais, il faudrait en écrire pour d'autres, parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire 60 albums pour toi. Mais on avait cette espèce de drive-là, cette passion-là. À partir de là, on se met à en parler à d'autres. D'autres viennent, on se met à écrire pour les autres. Là, après ça, on envoyait ça à un producteur pour faire le démo. Fait que ça nous coûtait de l'argent. Fait que le peu d'argent qu'on faisait, ça allait dans ses poches à lui. Là, je dis, ça marche pas, notre affaire. Ça nous prendrait un studio, là, parce qu'on donne le peu d'argent qu'on gagne, on le donne à quelqu'un d'autre. Comme de fait, 3 semaines plus tard, un de nos amis dit, moi, je vends mon studio. Je suis écœuré. Il nous vend ça pour 10 cents dans la pièce. Une semaine après, chez mon ami Christian, mon partner, c'est installé. On a un studio. Fait que là, il apprend la console et il devient super bon en plus. Puis là, je dis une autre affaire, je dis, ça marche pas notre affaire, parce que là, on fait de la musique. Je fais de la télé, mais on fait pas de musique pour la télé. À partir de ce moment-là, ça s'est mis à changer. Quand je faisais des contrats, on disait, OK, mais on fait la musique. On s'est mis à faire la musique. On a fait 22 émissions différentes, des thèmes des musiques, et ainsi de suite. Donc, les jingles pour les émissions de télévision. Exact. Et, fait que, tu sais, c'est Jean-Marc Chaput qui parlait d'un phénomène qui s'appelle Connect the Dots. Oui. Tu prends tes points d'intérêt et tu les connectes ensemble. Ça va décupler la force. C'est un peu comme le rond dont on parlait tantôt, la boucle bouclée, ça donne de l'énergie. Ben, c'est exactement ça qu'on a fait, tu sais. Fait que, donc, puis là, on a fait Beatles Story ensemble, Christian et moi. On a tout écrit l'histoire. Et un jour, la compagnie Sony Ericsson a dit, on ne veut plus vous donner les droits. Puis d'autres, on payait les droits pour utiliser les Beatles comme nom et ainsi de suite. On a dit, ouais, mais on les paye. C'est pas grave, on ne veut pas. Bref, à partir de ce moment-là, j'ai dit à Christian, je dis, OK, on en a écrit une comédie musicale. C'est sûr que c'était les Beatles, ça aide. C'est comme un super produit. Là. Mais on va en écrire une originale. Ça ne nous arrivera plus jamais. Ça m'a pris 10 ans, in and out. Mais là, aujourd'hui, je propose cette comédie musicale-là à des producteurs. Mais j'ai jamais lâché. Ça a été des hauts et des bas. Là. Beaucoup plus de bas que de hauts. Je l'ai réécrit. J'ai engagé une scénariste pour régler les problèmes que j'avais dans mon scénario. Puis on m'a dit déjà, tu sais, un producteur qui m'avait dit « Ah, comédie musicale. » Mais on parle il y a 10 ans. C'est pas tout à fait ça. Et tu devrais en faire une série télé.
Et moi, je m'en vais là-bas. J'écris des synopsis de séries télé tirées de mon idée originale de ma comédie musicale. Tu sais. Je vais présenter ça à un autre producteur. Ah, il dit, ça coûte, moi, ça se passe en 1955. Il dit, c'est rendu, ça coûte trop cher faire des trucs d'époque. Là, OK. Je reviens de là. À un moment donné, je fais comme, hey, c'est une comédie musicale que je veux faire. Moi, je vais faire une comédie musicale. Pourquoi je me laisse influencer comme ça? Je reviens à charge. Je reprends ma comédie musicale. Je retravaille ma comédie musicale. Puis là, ben, c'est ça. Je suis rendu au point où là, je la lance au producteur. Puis c'est ça. Ne jamais abandonner vos idées. Non, c'est plus fort que tout, là. Puis je pense que toi, tu le sentais, là, tu le sentais vraiment à l'intérieur de toi. C'est pour ça que tu t'es dit, j'y crois, j'avance, peu importe, parce que je pense que c'était pas quand même facile. Je pense que ça a été difficile. Ben oui, mais si je n'avais jamais écrit d'original tout seul comme ça, tu sais, fait que... mais c'est ça, c'est dans l'action. C'est dans l'action, tu sais, si tu... moi, je dis tout le temps, si tu... si tu te baignes pas l'orteil dans la piscine, tu peux pas juger de la qualité des baigneurs, tu sais. Fait que... Mais moi, ça m'avait surprise. Moi, j'avais appris que tu faisais des scénarios, que tu écrivais des scénarios. On a un ami commun, Pierre Sanaise aussi, que tu voulais raconter un peu aussi l'histoire de Linda. Ouais. Donc, je me disais, oh my God, je savais pas que tu faisais ça. Puis chapeau de t'avoir écouté, puis chapeau de ne pas avoir resté dans les étiquettes que les autres veulent nous imposer, parce que, comme tu disais au début, tu voulais pas rester juste animateur radio, tu voulais toucher à plein de choses, puis tu as su t'écouter, puis tu as su avancer vers ça. Ouais. Écoute, je veux prendre un moment pour te dire un immense merci. Tu t'es livré avec beaucoup, beaucoup d'authenticité, avec beaucoup, beaucoup de transparence. Puis, c'était facile dans un décor aussi somptueux et chaleureux. Moi, je suis très, très reconnaissante. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot « ovation » et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!